40 fois l'âge de Oui, l'univers. oui, 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 oui. Le calcul est très simple. C'est un tiers par un tiers par un tiers que vous multipliez donc. Euh, au total, 10 phrases de 3 mots, ça fait 30 mots. Donc c'est un tiers par un tiers par un tiers, 30 fois. Eh bien, j'ai fait le calcul, ça fait 40 fois l'âge de l'univers. Euh, donc, vous voyez, le hasard, c'est pas le hasard pur et dur, le hasard total, totalement livré à lui-même. Euh, je dirais, il n'y a pas pire pour espérer obtenir des choses intelligentes dans des délais raisonnables. Il n'y a pas pire que le hasard. C'est la pire solution. Donc, et puis, alors, donc un deuxième, j'ai imaginé une deuxième expérience justement qui montre que, en revanche, si on laisse une part de hasard, mais pas totale, mais qu'on aide le hasard par une intelligence, c'est-à-dire par la nôtre, c'est-à-dire, donc là, euh, la règle du jeu change un peu. Euh, donc chaque jour, de nouveau, on fait un tirage, mais euh, on garde, parce que dans le précédent exemple, à chaque fois, on repartait de zéro. Hein, à Ouais. chaque fois. Là, cette fois, on garde les mots qui sont situés à la bonne place. Par exemple, ici, donc, Luc et Don, on les garde. On les garde. Donc, euh, donc étant donné qu'il y a une chance sur trois, en moyenne, enfin, il y a une chance sur trois de tomber sur ce qu'il faut, c'est-à-dire un sujet à la place d'un sujet, un complément à la place d'un complément ou un verbe à la place d'un verbe, et bien donc sur les 30 tirages du premier jour, une chance sur 3, ça fait à peu près 10. Il y aura à peu près 10 sujets, verbes ou compléments qui seront situés à une bonne place. Donc ceux-là, on les garde. Et donc le lendemain, deuxième jour, on ne va tirer que les 20 qui restent Qui à reste. placer. Alors pareil, sur les 20, il y en aura à peu près un tiers de bons. Ça fait à peu près 7, 3 fois 7, 21. Enfin, vous voyez, donc, premier jour, on en a déjà à peu près 10 de bien placés. Au deuxième jour, 17. Et alors, pareil, quel est le tirage, pardon, le temps d'attente moyen cette fois, mais avec cette expérience où nous, on est un être intelligent, nous, on sait qu'un verbe doit être à la place d'un verbe, un complément à la place d'un complément, un sujet à la place d'un sujet. Donc nous, on intervient dans le processus en tant qu'intelligence. Euh, et bien là, en 10 jours, c'est réglé. 10, 11, 12 jours, on a nos 10 phrases à la queue leu correctes avec sujet, verbe, complément. Ça veut dire quand il y a une intervention intelligente, C'est automatiquement beaucoup plus efficace. Et oui, c'est voilà. Et donc moi, effectivement, voilà, vraiment la leçon de cette expérience euh, qu'on peut réaliser chez soi. Enfin, dans ouais. la première La expérience, il première, pas faudra être sûr. Hein. patient parce que si vous voulez attendre 40 fois l'âge de l'univers, vous avez une vraie patience et une vraie longévité en plus. Euh, voilà, donc voilà pour ce carton. Donc voilà qui voulait, qui visait simplement à montrer que euh, La loi du hasard, elle laisse beaucoup justement, trop de probabilités qui sont improbables. À la fin, ça devient improbable, en fait. C'est ça. La ben, probabilité, quand elle est trop grande, elle devient très improbable, en fait. oui, c'est-à-dire que oui, quand vous obtenez des probabilités euh, de l'ordre de 1 milliardième, bon, ça veut quasiment dire que c'est pas possible, quoi. En tout cas, voilà, à l'échelle du temps euh, qui n'est quand même qui n'est pas illimité. L'âge de l'univers, c'est 14 milliards d'années. Hein, 14 milliards d'années, bon, c'est beaucoup d'un certain point de vue, c'est peu d'un autre. Hein. Ouais. En tout cas, pour l'évolution des espèces, il est clair que, pour moi, il est absolument évident que le hasard ne peut pas, dans les délais qui sont quand même relativement courts, juste un exemple, le dernier ancêtre commun entre le chimpanzé et l'homme remonte à 7 millions d'années.
7 millions C'est d'années, pas ça... beaucoup. Non, c'est très peu. C'est très peu. C'est très très peu. Et on l'a, cet ancêtre, parce que ça, c'est pareil, le fameux chaînon manquant, c'est quoi alors? Non, je crois pas qu'on l'a encore vraiment. Parce On qu'on l'a on vraiment, nous a mais- dit que même Lucie, ce serait des restes de singes, que ce ne seraient pas des vrais. Ah ouais, alors moi je fais mon conspi, hein, mais c'est les infos. Lucie, je vois sans cesse des articles passer où on démonte l'affaire de Lucie en nous disant que ce sont des restes de singes, qu'on avait présenté ça au monde à l'époque comme étant des restes humanoïdes, mais qu'en fait, l'analyse aujourd'hui et la structure justement ADN de ces êtres-là montre que c'était des singes et non pas, non, n'avait rien d'humanoïde. Alors, c'est quoi Alors, bon, je ne suis pas spécial. De toute façon, on en apprend quasiment tous les ans sur les origines de l'homme. Enfin, quand même, il y a peut-être pas tous les ans, mais il y a quand même assez régulièrement, au moins tous les 5 ans, on fait des découvertes de nouveaux fossiles, et à chaque fois, ça fait des remises en question des théories précédentes. Donc, on est, je veux dire, on a découvert, on a découvert que nous sommes découverts des ancêtres plus anciens que Lucie et qui n'étaient pas dans la même zone géographique. On s'est découvert un ancêtre au Tchad. Je crois que c'est Aurorine, je crois, si je ne m'abuse. Mais oui, mais alors, cette évaluation de 7 millions, justement, de 7 millions d'années entre le chimpanzé et l'homme, c'est une évaluation qui se déduit des différences génétiques qu'on constate actuellement entre l'homme et le chimpanzé. C'est-à-dire que plus grande est la différence génétique entre deux espèces, plus l'ancêtre commun est éloigné. C'est logique. Donc, il me semble que cette évaluation de l'ancêtre commun, remontant à 7 millions, provient de calculs portant sur l'ADN. Hein. C'est-à-dire, voilà, c'est de ce qu'on appelle une distance génétique. Mais ce que je voulais... pourquoi je citais cet exemple? Oui, c'est ça, c'était pour... sans vouloir offenser les chimpanzés, je veux dire, entre le chimpanzé et l'homme, il y a quand même c'est pas rien. Je veux dire, cette capacité que l'homme a du langage articulé, c'est-à-dire une langue avec une grammaire très structurée, et en plus également une habileté des mains supérieure à celle des chimpanzés, qui nous permet de fabriquer vraiment... aller mettre un chimpanzé à la couture, vous n'y arriverez jamais. Il y en a qui regardent Meta TV, hein, des chimpanzés. Mais non, mais effectivement, oui, le chimpanzé, bon, mais ils ont des petites habiletés, on va dire. Oui, bon, enfin, en tout cas, ta première réaction, ça a été, mais c'est court, 7 millions. Oui, 7 millions, c'est court, ça me paraît court. En tout cas, c'est beaucoup trop court pour que le hasard, toujours lui, qui pèse sur nos épaules. Enfin, moi, je m'en suis débarrassé depuis longtemps. Mais... Parce que si j'écoute Darwin, ça veut dire quoi? Il y a un chimpanzé, il y a 7 millions d'années, il s'est réveillé avec une gène... Non, pas un chimpanzé, un ancêtre commun, ce qui n'est pas la même chose. Ah, d'accord, donc il y avait... Un ancêtre commun, c'est-à-dire que l'homme, il y a deux branches. L'homme, c'est une branche, en fait. Voilà, c'est-à-dire que l'ancêtre ne ressemblait pas tout à fait à un chimpanzé. Mais on l'a, cet ancêtre, ils l'ont, on nous le présente, il est quelque part? Honnêtement, je pense que non. Je pense qu'on n'a pas encore trouvé les ossements, mais bon, je dis que tous les 5 ans on trouve des nouveaux ossements. Oui, en même temps, c'est pas si nombreux que ça, quoi. Donc il faut. Il y a un truc que je comprends pas, parce que par exemple, c'est l'étonnant de cette théorie, elle est scientifique,
qui nous disent, voilà, il y a un ancêtre commun au chimpanzé et à l'homme. Mais on devrait en trouver des tas d'exemplaires, non? Je sais pas, on devrait en trouver un peu partout, des morceaux fossilisés. Puisqu'il y a encore pas mal d'hommes, pas mal de chimpanzés, donc ça veut dire qu'il y a pas mal de descendants. Donc, D'ascendants. D'ascendants, Oui, oui. Oui. beaucoup d'ascendants. Oui, mais Je sais pas, moi c'est ça qui m'étonne, c'est qu'il n'y a rien, on trouve pas. Ils sont bah, où alors? Il est où l'ancêtre commun? non, mais moi je trouve que des fossiles comme Lucie ou Aurorine, donc qui sont postérieurs, hein, non, là, j'ai pas l'apparition des Australopithèques, parce que Lucie, c'était un Australopithèque, c'est pas classifié dans le genre Homo, hein, H-O-M-O. Australopithèque, c'est quoi? C'est-à-dire, ils sont pas encore humanoïdes, vraiment, quoi, en fait. C'est Alors, juste avant. les Australopithèques, déjà, se déplaçaient debout, euh, d'une manière permanente, ce qui n'est pas le cas des chimpanzés. Les D'accord. chimpanzés, la plupart du temps, ils marchent à quatre pattes. De temps en temps, ils se lèvent, ils sont capables de faire quelques pas debout, mais la grosse majorité du temps, leurs phalanges sont comme ça. Ils avancent sur leur dernière phalange. Euh, donc l'Australopithèque, de ce point de vue-là, est quand même plus proche de l'homme que du chimpanzé, quand même. Mais bon, honnêtement, je ne suis pas spécialement spécialiste de la genèse de l'homme à partir de cet ancêtre commun. On pourrait parler aussi de l'ancêtre commun avec le gorille, qui est encore un petit peu plus lointain, et puis avec l'orang-outan, qui est encore un peu plus lointain. Mais on a des cousins avec tous les singes. Oui. Mais de toute façon, on a des liens de cousinage même avec les chauves-souris, hein, ou les éléphants. Nous sommes, puisque il y en a certains, j'avais deviné, mais mais non, mais c'est ce que nous dit la science, quoi. Oui, parce que je veux dire, à un moment donné, sont apparus dans les eaux, dans les mers, les premiers vertébrés qui étaient des poissons. Ouais. Donc ces poissons sont les ancêtres communs de l'éléphant, de la chauve-souris et de nous-mêmes. Donc voilà. Donc simplement après, donc il y a cette phénoménale créativité qui, pour moi, ne peut pas être due au hasard. Hein, je crois que maintenant vous l'aurez compris. Cette phénoménale créativité d'êtres vivants extrêmement compliqués, qui fait que voilà que en tout cas tous les vertébrés, mais ça peut se dire, on a également des ancêtres communs avec les insectes. Ouais. De toute façon, à la base, la vie est apparue il y a 3,8 milliards d'années. Les premiers êtres vivants, c'était des êtres unicellulaires, des cellules isolées. Donc tous les êtres vivants descendent de cette souche de cellules de type un peu bactérie, on va dire. Donc voilà, et plus on est proche morphologiquement de telle ou telle espèce d'animal, plus notre ancêtre commun, moins notre ancêtre commun est lointain dans le passé. Mais donc on est plus proche des chimpanzés, alors, certainement. En tout cas, oui, on est un peu plus proche du chimpanzé que du gorille et que de l'orang-outan. Voilà. Un peu plus, mais c'est pas énorme. Je te propose, on va faire une petite pause, parce que c'est l'heure de la première pause. Voilà, la régie, elle est prête à vite. C'est que ça va vite. Hein, oui. Alors, il y a plein de réactions. Bon, on reprendra un petit résumé de toutes les réactions. Et bien sûr, ne vous inquiétez pas, on répondra aux questions, parce qu'il y a plein de questions, évidemment. Donc,
Troisième partie, on répondra, on fera un grand tac au tac de toutes les questions. Et puis, Là, il est quelle heure? il est, Ah, oui, on a une heure. On a encore 2 heures, ça on va. a Ça encore va. de belles heures. Ça Et va, puis, parce que je préviens les métanotes, il y aura de nouveaux cartons à présenter. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet, de l'ADN, des gènes, des mutations, eh etc. ben, on va y rentrer à fond Voilà. dans les gènes, à fond dans l'ADN. La régie, elle est prête. Voilà, la régie, c'est un descendant de poisson aussi. Bah voilà, à vous la régie. Voilà, donc de retour sur la libre antenne, toujours avec Xavier Quentin, toujours pour parler donc de la théorie de l'évolution et justement un peu de... Là, on va dire qu'en première partie, tu as bien posé des jalons de ce que c'était et tu viens voilà, de démontrer que le hasard, on va dire, en tout cas, n'était pas la meilleure formule en tout, quand on voulait arriver à quelque chose. En tout cas, si on avait un objectif Oui, quelque chose d'intelligent. d'intelligent. Il y avait, je crois que c'était le docteur Gernez qui, en forme de boutade, disait vous mettez sur le sol toutes les pièces détachées d'une voiture, puis vous attendez 1 million d'années, puis vous obtenez une voiture, quoi. Il dit, en gros, c'est ce qu'on veut nous faire avaler. Ça, c'est une jolie métaphore, ouais, c'est vrai. Donc, Donc bon, j'ai alors, lu moi, aussi, oui. juste pour dire un peu, bon bah il y a un peu de tout comme réaction, beaucoup de gens. Alors des fois ils ne comprennent pas tout. Alors il y en a qui disent, des fois j'ai pas compris. Alors, Ben, n'hésitez pas à poser des questions. il y en a plein. On n'a pas encore. Il va falloir maintenant quand même qu'on rentre dans le vif du sujet de allons-y. ce qu'est un être vivant, l'ADN, les gènes, etc. On ne peut pas y couper parce que l'évolution dépend de tout cela. Alors, j'ai fait un carton, les êtres vivants. Ah, allons-y. Voilà, alors, ne vous inquiétez pas, pardon, c'est très dense, mais on va expliquer toutes les parties de ce carton. Alors, au début, il y a 2 cellules. Chez les animaux, un ovule qui vient de la mère, un spermatozoïde avec son flagelle qui vient du père. Alors, ce que vous voyez ici représenté par des bâtonnets rouges, c'est les chromosomes de la mère. En bâtonnet bleu, les chromosomes du père. Après fusion des 2 cellules, alors, pour les puristes, le spermatozoïde est beaucoup plus petit que l'ovule, mais là, c'est pour les besoins de la clarté du dessin que j'ai agrandi exagérément le spermatozoïde. De même, ici, le rond que vous voyez ici, c'est le noyau de la cellule. Pareil, le noyau de la cellule est beaucoup plus petit, mais tout ça, c'est pour des besoins pédagogiques. Hein. Alors, en tout cas, après fusion de ces 2 cellules ayant chacun leur chromosome, on obtient donc la première cellule, donc, qui a autant de chromosomes venant du père que venant de la mère. Donc, par exemple, chez nous, l'espèce humaine, nous avons 46 chromosomes. 23 viennent du père, 23 viennent de la mère. Et alors c'est quoi les chromosomes? Eh bien, voici une représentation très classique d'un chromosome. Hein. Un chromosome, c'est une molécule d'ADN. Hein. Donc, c'est la fameuse structure que, quand même les gens peu versés dans la biologie en ont entendu parler ou ont déjà vu ce type d'image de la double hélice d'ADN. Oui. Hein. Donc, en fait, effectivement, donc c'est une armature chimique, effectivement, avec 2 hélices, ici, 2 hélices, et donc 4 composés chimiques qui sont la thymine, l'adénine, la cytosine et la guanine. Bon, peu importe si vous retenez ou pas ces noms-là, c'est pas grave. En tout cas, qui sont complémentaires, c'est-à-dire ce que vous avez à retenir, c'est les lettres au moins, A, G, T, C. Alors, à un A, il correspond toujours dans la première hélice, un A dans la première hélice, il correspond à un T dans la deuxième hélice. Et à un G correspond toujours à un C. Voilà.
Bon, c'est une règle d'appariement de ces 4 molécules chimiques assez simples, donc qui sont finalement, qui constituent l'alphabet du code de l'ADN. Et donc le chromosome, c'est quoi? Alors, donc, le chromosome, c'est une molécule très très longue, hein, qui comporte donc je veux dire, cette succession des 3 bases, qu'on peut appeler des lettres aussi si on veut, A, C, G, T. Il y en a des milliers, hein. C'est vraiment une molécule extrêmement longue. Bah, si je ne m'abuse, oui, vous avez, nous, espèce humaine, en tout, nous avons 3,2 milliards. Et encore, il faudrait multiplier par 2 parce que ça va par paire. 6,4 milliards de lettres ACGT. 6,4 milliards de lettres ACGT pour décrire tout notre génome complet. Individuellement, hein, tu parles, on entend bien. Pour un individu, comporte 6,4 milliards de ces lettres. Donc, voilà, c'est beaucoup. Bon, évidemment, comme c'est des molécules, en termes de dimension, elles sont petites, donc ça peut se caser dans des cellules qu'on voit simplement au microscope. Mais voilà, c'est quand même impressionnant. Alors, ici, j'ai représenté, on peut s'amuser à représenter donc l'ADN sous la forme d'un registre, d'un livre très épais avec des milliers de pages, des centaines ou des milliers de pages, et donc il n'y a que 4 lettres, ces fameuses 4 lettres A, C, G et T. Alors ici, j'ai représenté en rouge alors, les regroupements de 3 lettres, ça s'appelle des codons. Essayez de retenir ce nom, ça s'appelle des codons. Si vous voulez, c'est les mots du langage de l'ADN. Et ici, vous avez un codon qui indique le début d'un gène, et ici, en rouge, un codon qui indique la fin d'un gène. Donc, la suite de ces codons-là, c'est un gène. De même ici, j'ai représenté un autre gène. Donc, chaque chromosome est porteur de dizaines et de dizaines de gènes. Il faut savoir que chez nous, l'espèce humaine, nous avons 25 000 gènes, ce qui paraît peu à certains, mais il y a un certain nombre de gènes qui sont capables, qui sont multipossibilités. On verra de quoi il s'agit tout à l'heure. Donc ça voudrait dire que les gènes, au moment là, de la création, ils sont aussi donc pour moitié de notre père et moitié de notre mère, c'est ça? On a une stricte égalité aussi là, de ce point de vue-là? Il y a une totale égalité, effectivement. Là, effectivement, j'ai représenté les chromosomes. Les chromosomes s'apparient, hein. Disons qu'on leur attribue un numéro, et donc on sait parfaitement que dans le chromosome auquel on a attribué le numéro 1, il y a tel et tel et tel et tel gène. Enfin, les généticiens le savent, sans toujours savoir exactement le rôle des gènes en question, parce que la génétique, ce qui reste à découvrir est plus important que ce que l'on sait déjà. Ça, il faut être bien conscient de ça. C'est immense encore. C'est encore l'océan d'ignorance dans lequel baignent encore les généticiens et les biologistes est impressionnant. Vous pouvez me faire confiance, je me suis penché longuement sur la question. Oui, mais qu'est-ce que c'est que cette succession donc, de lettres donc, qui sont des composés chimiques? À quoi ça sert? Eh bien,
C'est pour ça que j'ai représenté ça sous la forme agréable d'un livre. C'est la Bible un peu. Non Oui. Et, ça fait un peu de Bible, non mais je pense. et voilà, mais nous avons chacun notre propre Bible en chacun de nous. C'est-à-dire, voilà, dans ce livre, on a le plan de fabrication de l'individu. Voilà. Donc, donc pour moi, ça peut donner ça m'a donné l'idée d'une définition de ce que c'est un être vivant. Un être vivant est un assemblage de matière qui possède en lui-même son propre plan de fabrication. Les nuages, les montagnes, ils n'ont pas leur plan de propre fabrication en eux-mêmes. Ça n'a aucun sens. Les êtres vivants, oui. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, dans chacune de nos cellules, il y a cette encyclopédie cachée au fin fond de chacune de nos cellules, et nous avons des milliards de cellules. Donc, nous avons donc ce plan qui a permis de nous construire à partir de la première cellule. Eh bien, on l'a dans chacune de nos cellules jusqu'à la fin de nos jours. Ça ne change pas. Hein. Sauf que ce plan de construction, évidemment, ne sert qu'une fois. Il sert pour le passage de la première cellule jusqu'à l'âge adulte. Alors ici, j'ai représenté, c'est un oiseau, ici en l'occurrence. Hein. Donc, ce plan de fabrication, bon, c'est progressif. Hein. Ça va à son rythme. C'est-à-dire que la première cellule, quelques heures après de la formation de la première cellule, elle va se diviser en deux. Puis chacune des cellules vont elles-mêmes se diviser en deux, et ainsi de suite, de manière exponentielle. Donc on va obtenir au bout de quelques jours une grappe de cellules. Hein, ceci, c'est une grappe de cellules. Et puis au bout de quelques semaines, en regardant au microscope, on va commencer à observer quelque chose qui ressemble à un être vivant. Ici, une sorte de poussin, enfin un oisillon. Petit exemple pour vous montrer encore le degré d'ignorance. C'est pas un reproche hein, que je fais aux généticiens. Moi, j'admire leur travail, qui n'est pas facile. Mais un exemple de l'ignorance encore de pans énormes à savoir sur les fondements de la biologie et de ce qu'est un être vivant, c'est la question suivante. Ici, j'ai représenté deux axes en rouge. Cet axe, c'est l'axe que l'on appelle antéro-postérieur. Hein. Voilà. Là, c'est le postérieur de l'oisillon, hein, et ici, c'est le côté antérieur. Et cet axe-là, c'est l'axe qu'on appelle dorso-ventral. Donc, ventral pour le ventre, dorsal pour le dos. Donc, il y a déjà un grand mystère, c'est comment, à partir d'une première cellule qui n'a aucune orientation, je veux dire cette première cellule, il n'y a pas d'axe, haut-bas, droite-gauche, ni d'ailleurs pour les deux premières cellules, mais en tout cas à un moment donné, et les spécialistes en embryologie ne savent pas exactement pourquoi et comment. À un moment donné, tout à coup, l'embryon va acquérir des orientations. C'est-à-dire... il va pas nous mettre les mains sur la tête, enfin, il sait où placer oui, en fait chaque chose. Voilà, et donc, je veux dire, c'est l'une des choses fondamentales déjà pour construire un être vivant. C'est de savoir où va être l'avant, l'arrière, ouais. le ventre, le dos. Voilà, ça c'est... Eh bien voilà, les spécialistes d'embryologie ne savent toujours pas répondre à cette question. Comment s'effectue l'orientation de quelque chose qui ne l'était pas au départ? Ça reste un mystère. Voilà. Donc, Et tout ça sera inclus, enfin le plan de construction, bien sûr, dans la cellule de départ, forcément. Et
Ah ben oui, a Il y a- priori, il y a pas d'autres informations ailleurs. Ouais. Dans le hors du noyau, si, il y a un peu de matériel génétique, de l'ADN mitochondrial, mais je ne vais pas rentrer dans ce genre de Mhm. détails. Mhm. Euh, Bien, donc, euh, On me dit, il passe 2 cellules à un paquet, puis à l'oisillon, lol, un peu court comme chemin. Oui, enfin, c'est pour expliquer, on va pas refaire le chemin des cellules, ouais. puisque c'est là au moment de la séparation, c'est le même principe qui s'opère à chaque fois, c'est ça, qui se Oui, sépare, qui se à sépare. chaque fois, oui. Alors c'est ce qu'on appelle la mitose. Je ne vais pas non plus vous inonder de mots savants. Euh, euh, oui, ici sont représentés en beaucoup plus petite taille, ce que j'ai représenté ici en gros, à savoir une grappe de cellules. Et les petits points là, c'est les noyaux. Voilà. Bon. Et bien sûr, évidemment, là aussi, c'est une représentation. Là, du coup, les cellules sont sont d'une taille exagérément agrandie. Mais tout ça, j'ai consacré beaucoup de temps. J'essaie de faire l'effort de pédagogie euh, pour que nos auditeurs essaient de s'y retrouver. Alors, euh, Alors là, c'est quoi cellule ah, germinale? Parce que oui. t'as spécifié Alors quand même nous quelque avons, chose. oui, alors ça c'est très important puisque c'est là que l'évolution, c'est là que tout va se jouer. C'est-à-dire que que ce soit chez les animaux ou chez les plantes, il y a deux types de cellules. Les cellules ordinaires du corps, hein, qui, je le rappelle, possèdent tout en elles-mêmes ce fameux plan de fabrication, bon, qui une fois qu'il a servi, sert à autre chose. On y reviendra. Donc, les cellules ordinaires et les cellules germinales. Les cellules germinales n'ont pas les mêmes propriétés et surtout pas le même objectif. Le but des cellules germinales, c'est de créer les futurs ovules pour les femelles, spermatozoïdes pour les mâles, quand il s'agit des animaux. Euh, et et c'est lors de la genèse des cellules sexuelles, à savoir spermatozoïdes et ovules, c'est là que peuvent se produire des mutations qui seront transmissibles. Parce que des mutations génétiques, je crois que n'importe quel individu subit dans son corps, n'importe laquelle de nos cellules peut à tout moment subir une mutation génétique. Euh, mais elle ne sera pas transmissible à notre descendance. Donc ce qui fait l'évolution, ce sont les mutations dans les cellules germinales. Hein. Parce que ce sont celles-là qui transmettent les nouveaux caractères obtenus par mutation. Donc, voilà, donc c'est ici, lors de la genèse de ces cellules. Alors ici, j'ai donné l'exemple de la genèse de 4 spermatozoïdes. Euh, et une différence importante entre la manière d'évoluer des cellules germinales et celle des cellules ordinaires, comme ici, c'est que les cellules ordinaires ont toujours un chromosome père, un chromosome mère, et ça pour toute la liste de leurs chromosomes, alors que les cellules sexuelles, ici les spermatozoïdes, n'ont plus qu'un seul chromosome. Si vous voulez, ici, en bleu, vous avez euh, les chromosomes du grand-père, du futur oiseau à naître, et en rouge, les chromosomes de la grand-mère. Hein. Et, euh, donc ça c'est donc le grand-père et la grand-mère côté paternel. Et évidemment, vous aurez également les chromosomes
du grand-père et de la grand-mère côté maternel. Voilà. Et donc, en reprenant ce cycle, eh bien, vous aurez de nouveau un brassage. Voilà. Mais, effectivement, il s'avère que il faut savoir que ordinairement, une cellule, quand elle se divise en deux ici, comme ici, là, elle se divise en deux copies exactes, conformes. Les deux cellules filles sont rigoureusement exactes au niveau de leurs chromosomes et de leur ADN. Il n'y a pas le moindre changement. Sauf quand il y a mutation, ce qui est statistiquement quand même assez rare. Disons qu'on estime que pour chacun de nos 25 000 gènes, sur 1 million de copies conformes, il y a une erreur, enfin ce qu'on appelle erreur. Hein. En tout cas, modification. Voilà, c'est un taux de 1 sur C'est quoi, 1 c'est à un million. moment donné, le gène se modifie, c'est ça? À un moment donné, effectivement, ici, dans la Ouais, liste la des lettres, séquence, là. eh bien, alors, vous avez plusieurs possibilités. Une lettre disparaît carrément. Une lettre est insérée. Donc, une lettre disparaît, ce qu'on appelle une délétion. Une lettre qui s'insère, c'est une insertion. Euh, il peut y avoir un remplacement pur et simple d'une lettre par une autre. Euh, et puis, il se passe également dans les mutations de bien plus grande envergure, qui, à mon avis, ont dû jouer un rôle important justement pour les grosses modifications d'ampleur qui ont eu lieu durant l'évolution. Ouais. Parce que c'est pas avec des petites évolutions ponctuelles que l'on va fabriquer, qu'on va transformer les nageoires d'un poisson Alors, des pattes. en des pattes avec 5, 6 ou 7 doigts. Et qu'on va faire apparaître des poumons, parce que j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais peut-être que si les premiers poissons ayant des pattes avec des doigts sont restés 40 millions d'années dans l'eau, c'est qu'ils attendaient que l'apparition de leurs poumons, ce qui est arrivé. Euh, je signale au passage l'étrangeté de cette coïncidence. Comme par hasard, les poissons qui deviennent un peu comme des salamandres, finalement, avec leurs mains et leurs doigts, tout à coup voient des poumons leur apparaître, en plus des branchies. Parce que pour sortir de l'eau, évidemment, il fallait avoir des poumons aussi. Donc ça fait une sacrée coïncidence. Et on pourrait citer aussi l'exemple des oiseaux, l'apparition des ailes, et il y a des milliers d'exemples. Bon, oui, alors il y a donc lors de ce processus donc de genèse des spermatozoïdes ou des ovules, il y a un phénomène qui s'appelle l'enjambement, c'est-à-dire que les chromosomes homologues, c'est-à-dire qui se correspondent, qui ont le même numéro selon une numérotation clairement définie, les chromosomes du père et de la mère s'échangent du matériel génétique. Et en plus, mais alors là, ce sont parfois des échanges de très grosse ampleur, c'est-à-dire des milliers. Ce ne sont plus simplement des petits changements ponctuels de lettres qui peuvent avoir des conséquences néfastes, mais là et ça a été observé, enfin, c'est prouvé par l'observation des gènes. Et c'est un phénomène bien connu qui s'appelle l'enjambement, ou en anglais crossover. Donc, le chromosome bleu du père et le chromosome rouge de la mère, ils se rapprochent l'un de l'autre et ils s'échangent
mais des pans entiers, des dizaines, voire des centaines de lettres, donc créant créant de fait des chromosomes mutants. Donc c'est que Et dire quoi? C'est une nouvelle espèce qui apparaît? C'est quoi? euh, alors ça c'est très difficile de répondre à cette question parce que euh, le problème, c'est que les mutations, on ne les voit jamais en direct.